Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Je dois vous faire une confidence. J'aurais beaucoup aimé appeler ce podcast Conversation. Conversation, c'est très évocateur. Mais cette idée se trouvait confrontée à deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'est pas très original. Bon, ça, c'est un fait. Le second problème, qui en réalité n'en est pas un, est d'arriver un peu tard sur la scène du podcast francophone. Et si Conversation n'est pas le titre officiel de ce podcast, c'est ce que vous trouverez ici. Des échanges, des dialogues, des conversations. Au fond, ce que je veux surtout, c'est parler avec mes invités de la fabrique de l'écriture, quelle que soit sa forme, quel que soit son style, son but, sa couleur. C'est pour cela que je me suis arrêté sur le titre de Nouveau Récit, le podcast qui parle des histoires déjà écrites, mais aussi de celles qui restent à inventer. Alors, autrices et auteurs, journalistes et blogueurs, speechwriters et copywriters, tous réunis pour la même cause, celle d'imaginer et décrypter le monde, celui qui nous entoure, à travers les mots, des textes puissants et des prises de parole engagées. L'invité que je reçois aujourd'hui, le tout premier invité de Nouveau Récit, est Jérémy Spirglas. Selon son éditeur, Le Passeur, après un parcours entre sciences, musique et navigation au grand large, Jérémy Spirglas est consacré à l'écriture. Il est auteur de fiction, ancien journaliste culturel, notamment au monde de la musique ou à Mouvement. Jérémy prête aussi sa plume à diverses personnalités des mondes artistiques et politiques. Il écrit de nombreux textes pour de très grandes institutions culturelles françaises. On peut notamment citer quelques-unes de ces institutions, comme la Philharmonie de Paris, l'IRCAM, le Théâtre des Bouffes du Nord ou encore l'Opéra de Paris. Jérémy, tu signes plusieurs ouvrages sur l'œuvre de Serge Gainsbourg, dont Gainsbourg chez Robert Laffont, et ton dernier ouvrage s'appelle Pater Dolorosa, un récit absolument poignant sur le deuil périnatal. Bon, Jérémy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, est-ce que là, ce petit portrait, cette petite bio te semble juste ? Elle me semble d'autant plus juste qu'en gros, c'est moi qui l'ai rédigée, j'avoue. C'est mon éditeur qui m'a demandé de la rédiger, et donc c'est moi qui l'ai rédigée. Ouais, ces éditeurs, donc oui, elle me semble juste, évidemment, je me présente sous mon meilleur jour, hein. mais oui, le résultat, il me semble assez juste. Ouais. Bah, tu sais, Jérémy, en fait, moi, si je t'ai invité, c'est parce que tu as deux grandes qualités à mes yeux. Alors t'inquiète pas, n'aie pas peur, je vais pas dévoiler de secrets. Mais tu vois, on vient de l'entendre avec ta présentation. D'abord, tu es un homme qui a des choses à raconter, je crois. Oui. Et ensuite, on peut le dire, tu es un ami de vraiment longue date. Ça doit bien faire, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine d'années qu'on se connaît. Hein. Je dirais 15 ans, ouais. Ouais. Alors, pour me lancer dans cette aventure un peu folle là, du podcast, j'ai retenu un conseil très avisé qui est d'inviter une personne que l'on connaît bien, que l'on admire. Alors, j'ai pensé à toi, donc bienvenue. Merci beaucoup. Dis donc, tu vas me faire rougir. Et tu sais ce que j'ai découvert en préparant un petit peu cette émission, parce que oui, même si je te connais, j'ai essayé un peu de la préparer. J'ai trouvé un truc absolument extraordinaire, incroyable. Je sais pas, tu sais ce que c'est ? Là, non, là, comme ça, pas du tout. Eh ben, c'est que, j'imaginais, c'était un peu un test, mais tu sais, en fait, j'ai découvert que ton blog inachevé.net existait encore. Eh ben, il existe encore, oui. C'est fou. Il marche moins bien parce que j'ai remis à jour le logiciel interne et depuis, il marche beaucoup moins bien, mais il est là. Et les textes sont encore disponibles, effectivement. Ouais, toujours disponible. Mais pour j'ai moi, vu qu'il existait encore des publications, non ? Tu t'écris dessus toujours un peu ? Ça reste un outil. On peut même dire un outil de création littéraire parce que vraiment, là, ça dépend des périodes. Mais par exemple, pendant toute la période du confinement et des choses comme ça, j'ai écrit tous les jours dessus. J'en avais besoin. C'était une manière de rester, de pas devenir fou, quoi. Mais oui, il existe encore. Alors, tous les jours, j'ai un petit point de culpabilité parce que je ne suis pas aussi discipliné que certains de mes collègues qui mettent une entrée par jour sur leur blog.
ou sur leur site d'ailleurs, comme un Alors, on bourgeois. a toujours quelqu'un qui est en Mais face de nous, en fait, et qui essaie de nous faire culpabiliser parce que il est soi-disant plus beau ou plus productif, hein. Ça existera voilà, toujours. exactement. Mais voilà, il existe encore et j'ai bien l'intention de continuer à le faire exister. Et tu as publié dedans, j'ai vu ça, des extraits d'un texte Mhm. qu'on connaît bien, toi et moi. Euh, Surtout toi d'ailleurs, parce que tu l'as écrit. Et alors qui Ouais. s'appelle Je suis guéri. C'est le premier Oui, manuscrit, le premier texte qui a intéressé des éditeurs. Alors on oui, sait tous hein, que c'est c'est. très difficile pour un primo-écrivain là, de faire entendre sa voix. Ça passe souvent Mhm. par un premier roman. Et alors c'est quoi l'histoire là, de ce texte? Tu veux dire l'histoire, l'intrigue du texte ou l'histoire, qu'est-ce qui m'est arrivé avec ce texte? Qu'est-ce qui t'est arrivé avec ce texte et Qu'est-ce quelle qui est m'est l'intrigue du arrivé? texte? Alors, l'intrigue du texte, hein, c'est donc un roman qui est d'inspiration autobiographique, même si il n'y a rien du tout autobiographique dedans. C'est juste, j'imagine, un personnage qui serait moi, mais qui aurait peut-être pris d'autres décisions dans d'autres circonstances. Donc le principe, c'est quelqu'un qui sort de dépression, qui est toujours peut-être un peu dépressif au fond de lui, et qui un matin se réveille. Il a fait un rêve et il a vu dans son rêve tous ses psys morts. Il avait fait une longue psychanalyse avec plein de psys différents, et là, il les voit en rêve tous morts. Et donc, il interprète son rêve. Il fait son travail d'interprétation et puis il décide de terminer sa psychanalyse en assassinant tous ses psys. Voilà. C'est le principe C'est gay. qui est donc en fait, c'est de l'humour noir, on va dire. C'est en fait à mi-chemin entre Woody Allen et il y a un excellent film britannique de 1949, je crois, qui s'appelle Noblesse oblige. Et Hmm. voilà, c'est vraiment, ça se veut de l'humour noir pour parler un petit peu à la fois de mon histoire, de la psychanalyse et aussi de la manière dont la psychiatrie fonctionne aujourd'hui. Enfin, Hmm. fonctionnait en fait à l'époque, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, en gros. Et donc, puisque tu me demandes ce qui s'est passé avec ce texte, le fait est que au départ, c'était pas forcément le texte principal sur lequel je travaillais. J'avais deux textes, c'était donc dans les années 2002-2003. J'avais deux textes sur lesquels je travaillais. Et celui-là, finalement, c'était un peu mon texte récréatif. L'autre était le plus sérieux, mais j'avais du mal à m'y mettre. Et celui-là, c'était plus facile parce que c'était récréatif. Et il y a un jour, je sais plus pourquoi, mais si j'avais une amie qui voulait les candidater dans des maisons d'édition, et comme elle n'osait pas y aller toute seule, je l'ai accompagnée déposer son CV dans des maisons d'édition en 6e arrondissement de Paris. Hmm. Et je me suis dit, tant qu'à faire, moi, je vais déposer les premières pages de mon manuscrit. Je ne sais plus, j'avais Ah, et dû pas tout le déposer manuscrit, 20, juste les 30, premières 40. pages, quoi. Non, parce que c'était pas fini. Tout bêtement, c'était pas fini. Donc, j'ai dû déposer, je sais pas, 50 pages, un truc comme ça. Et en quelques semaines, j'avais reçu 5 ou 6 appels. Ouais, un truc comme ça. De maisons qui étaient intéressées par le texte. Et à partir de là, je me suis retrouvé embarqué dans un truc que je ne souhaite à personne, qui arrive malheureusement à beaucoup trop d'auteurs. C'est-à-dire qu'en fait, les éditeurs disent ah oui, ça nous intéresse, on a envie, on a très envie, mais il faut retravailler, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis finalement, on a beau travailler dans tous les sens, ça ne, ça ne voit jamais le jour. Et d'autant plus, moi, j'avoue, ça m'a fait des nœuds au cerveau à une époque. C'est que j'avais plusieurs maisons intéressées, et les instructions de ces maisons, de chacune de ces maisons, étaient un peu diamétralement opposées. Il y en Hmm. avait un qui voulait l'envoyer dans la comédie complètement légère, l'autre dans le drame complet, l'autre encore, il fallait donner plus de matière à ça, l'autre plus rester dans le surréel, dans le C'est là où tu enfin, vois que la sensibilité ou la ligne éditoriale des maisons d'édition compte, au final. oui, et en même temps, je pense que c'est- en fait, les indications de retravail qui m'étaient données, alors soit moi, je n'avais pas assez de maturité pour les recevoir pour ce qu'elles étaient, ce qui est très possible, soit les éditeurs n'étaient pas clairs, tout bêtement. Mais en fait, au résultat, moi, je me suis retrouvé à. En fait, je décrirais, moi, aujourd'hui, ce texte tel qu'il a été. Hein. Alors, je l'ai retravaillé, je l'ai repris un petit peu ces derniers temps, donc pour l'élaguer un peu. Mais à l'époque, quand
quand tous ces éditeurs attendaient pour pouvoir me faire signer, enfin moi je pensais qu'ils allaient me faire signer, le texte est devenu un peu comme un texte cancéreux. Il y avait des tumeurs partout, il y avait des choses qui avaient gonflé. Donc c'était complètement déséquilibré. Je dis pas que c'était un mauvais texte, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je le reprenais, je le reprendrais avec beaucoup plus de sobriété et je virerais toutes les tumeurs à droite à gauche que certains éditeurs m'ont finalement forcé à lui donner. On va dire quelque chose comme ça. Les Mais éditeurs sont donc un voilà. cancer. Non, je Et rigole. de fait, comme tu le sais très bien, ce texte finalement n'a jamais été publié et je ne sais pas s'il le sera un jour, c'est pas non plus dramatique. J'aimerais bien parce que le principe est à mon avis intéressant et je pense que le traitement que j'en avais aurait pu être intéressant aussi, à la fois pour le lecteur du strict point de vue de la fiction, mais aussi parce que je pense que j'y traite d'un sujet important pour notre société aujourd'hui, qui est la manière dont on pratique la psychanalyse et la psychiatrie. Alors sur les premiers romans, moi j'avais eu une conversation assez intéressante avec Fabrice Piot, qui est l'actuel rédacteur en chef de Livre Hebdo. Là, sur les tout premiers romans, et il disait en fait que un bon texte, un très bon texte, voire un très très bon texte, auprès d'une maison d'édition qui était présentée auprès d'une maison d'édition ou d'un éditeur, sans que ce texte soit recommandé, eh bien, aujourd'hui, était complètement laissé à la trappe, laissé un petit peu à l'abandon, n'était tout simplement pas publié, parce que déjà les éditeurs doivent procéder à des choix entre deux textes, et ils vont choisir le texte qui nécessite aucune retouche, ou le moins de retouches, ou le moins d'efforts, ou le moins de retravail possible. Ils veulent en fait que ce premier roman soit ficelé de bout en bout, quasiment prêt à aller sous presse. C'est pas complètement faux, effectivement. C'est-à-dire qu'ensuite, les bouquins que j'ai publiés ensuite, que ce soit sous mon nom ou sous d'autres noms, on les a très, 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 très peu retravaillés ensuite. Enfin, il y avait peut-être de l'ordre du détail, quoi. C'était vraiment, oui, c'est sans doute vrai. Alors, tu disais un truc aussi intéressant, c'est que, bon, à la fois, ce texte était la fiction, mais avec des ressorts autobiographiques. Et moi, je me souviens aussi, alors, je grossis le trait, je schématise, mais d'un point de vue psychanalytique, ce que Lacan disait, c'est qu'il y avait un schéma composé du symbolique, de l'imaginaire et du réel. En gros, tout cela se croise, se mêle, s'embrique et compose un équilibre. Et en fait, ce sont nos névroses qui viennent ensuite bousculer un peu tout cet équilibre. Et le truc très intéressant, je trouve, c'est que pour les artistes les plus névrosés, eh bien, ce sont également finalement les plus talentueux parce qu'ils sont dotés d'une puissance créative exceptionnelle. Et c'est cette puissance créative exceptionnelle qui vient équilibrer ces trois registres. Et alors, il se passe deux choses. Soit ça les sauve. Je pense par exemple à Luigi Pirandello, qui dans son parcours a été sauvé de la ruine grâce à l'écriture. Et puis pour d'autres, une fois que ça s'éteint ou quand il y a autre chose, ils en viennent à une extrémité folle. Je pense par exemple à Samuel Beckett. Donc, bon, est-ce que toi, tu imagines à un moment donné que l'écriture a pu te sauver, ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, notamment avec l'écriture de Je suis guéri, eh bien, c'était aussi ta propre guérison? Oui, pour faire simple, oui. Je sais pas si ça... Je sais pas si les mécanismes psychanalytiques ont suivi enfin, si ça a été aussi simple que ça, mais oui, par des mécanismes détournés, certainement. Cette écriture m'a beaucoup aidé, oui. Ouais, c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit vraiment que l'écriture a un rôle thérapeutique qui est majeur. Hein. Oui, un rôle cathartique même, quelque chose comme ça. Oui, on est complètement... Et par exemple, tu parlais au début de notre conversation de Pater de Rosa, qui est le le texte que j'ai fait paraître au Passeur en 2019. Et c'est pareil, s'il y a des... Alors là, c'est vraiment carrément autobiographique. Enfin, il y a la moitié du livre qui est carrément autobiographique. Alors, tu nous en parles un peu?
Oui, alors en gros, le texte parle d'un couple confronté au deuil périnatal, c'est-à-dire Mm. le deuil autour de la grossesse de l'enfant pas encore né ou à peine né. Et Donc en ton couple. l'occurrence, pour nous, pour mon couple, effectivement, et pour nous, c'était une interruption médicale de grossesse suite à un diagnostic de trisomie 21, un diagnostic anténatal de trisomie 21. Mm. Donc, le fait est que ça a été une épreuve terrible pour nous deux, et puis aussi pour notre fils aîné, puisqu'on avait déjà un fils aîné à l'époque. Ça a été une épreuve très dure que je ne souhaite à personne, qui nous a fait nous poser plein de questions que je n'évoquerai pas en long et en travers ici, puisque bah, voilà, je les ai écrites. Voilà. Mm. Mais que j'avais donc besoin d'écrire pour diverses raisons. Aussi pour ma compagne, qui elle a d'ailleurs écrit des choses de son côté qu'elle n'a pas, qu'elle a gardé pour l'instant. Peut-être qu'elle la publiera un jour, je le souhaite. Euh, je, donc, il y a eu plein de choses. Donc, je l'ai écrit parce que j'avais besoin de l'écrire. J'ai aussi voulu écrire pour montrer que c'était pas si simple que ça. C'était pas ah bah hop, on efface tout et on recommence. Non, non, il y a quelque chose. Et Mm. donc, c'est pour ça qu'il y a une partie qui est complètement fictionnelle. C'est il y a un travail de fiction qui est aussi un travail d'écriture qui m'habite depuis longtemps. Alors, c'est un peu compliqué, il faudrait que je resitue. Je suis moi-même, j'ai un passé de musicien. Comme tu disais, j'ai travaillé au monde de la musique. J'écris beaucoup de choses dans le domaine musical, des textes de programmes et des choses comme ça. Et je travaille aussi beaucoup en rapport avec des compositeurs. Et les compositeurs, eux, ils ont absolument aucun scrupule. Quand ils voient un truc qui les intéresse dans une autre discipline artistique, ils Ils la le prennent, reprennent. quoi. Donc, je connais, Mm. et voilà, je connais des. Alors, ils essayent de le transposer à la composition. Donc, par exemple, je connais des compositeurs qui essayent de reproduire le principe du travelling ou du zoom en composition, donc sur un matériau musical, essayer de faire un tracking ou un zoom sur le matériau jusqu'à arriver jusqu'au terrain de son, etc. Donc c'est très intéressant, enfin il y a plein de manières de faire et c'est passionnant. Mais bizarrement, alors, et pareil, ils font ça, ils s'inspirent de poèmes, ils s'inspirent de Beckett, puisque tu parlais de Beckett, ils s'inspirent de poèmes de Emily Dickinson, de techniques d'écriture bien particulières. Par contre, jamais personne leur a fait le contraire. Enfin, si, je crois qu'il y a une personne, c'est Alessandro Barrico qui a fait ça. Mm. Et Qui a qui a fait publié ça Soi, d'ailleurs par très très bien. exemple, Hein. qui est un roman extraordinaire. Voilà. Alors, c'est pas dans Soi qui fait ça, je crois que c'est dans. Il n'y en a pas un qui s'appelle Océan Mer ou un truc comme ça, je crois. Et oui, il y a un chapitre qui est une véritable fugue. Elle est magnifiquement écrite d'ailleurs. Une véritable fugue écrite comme une fugue et qui peut se lire comme une fugue. Et ça, alors, j'y pensais avant de le lire, mais Ouais, Océan depuis que Mer, je l'ai ouais, lu, je me effectivement, suis c'est dit, ça. ouais, c'est ça, c'est Océan Mer. Et donc, moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Alors, dans la musique, on a des choses qui s'appellent le thème variation, le contrepoint, la fugue, justement, dont je parlais à l'instant. Et finalement, le principe du thème à variation ou de la fugue, c'est on prend une situation identique et puis on les mène, on voit comment on peut développer le matériau autrement, voir dans quelle direction il peut aller, qu'est-ce qu'il peut exprimer d'autre que ce qu'il exprime jusqu'à présent, si on peut pas le plonger dans un contexte autre pour voir comment il sonne, etc., etc., Mm. etc. Et ben, finalement, c'est aussi ce que j'ai fait dans Pater Dolorosa, c'est-à-dire que il y a effectivement l'histoire telle qu'elle est arrivée, et de temps en temps, comme de manière souterraine, d'ailleurs présenté sur la page avec un travail de la mise en page, euh, ce qui aurait pu se passer si on n'avait pas pris les mêmes décisions, ce qui aurait pu se passer si on n'avait pas été dans les mêmes dispositions aussi, peut-être l'un envers l'autre. Euh, Finalement, une histoire, il y a tellement de points de bifurcation. Et Mm. c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir, essayer de montrer toute l'arborescence de bifurcation qui aurait pu se passer. Mm. Et il y a aussi des choses qui m'intéressent beaucoup dans la langue et que je voulais Alors, juste travailler. pour revenir un peu Oui. sur cet élément-là qui est extrêmement, enfin, qui est essentiel, c'est que les points de bifurcation, tu ne les traites pas de la même manière ou tu n'y vis pas, tu ne fais pas les mêmes choix en fait quand il s'agit de ta propre vie
et où la marche arrière n'est pas possible ou difficile, et quand on est dans la fiction, et où un trait de gomme suffirait à prendre une Exactement. autre voie. Donc, Exactement. Mais ce qui est intéressant là, enfin, en tout cas dans ce texte en particulier, c'est que certes, ce sont des chemins que je n'ai pas empruntés, c'est des histoires que je n'ai pas vécues, puisque j'ai vécu l'histoire que j'ai vécue, mais il n'empêche que je l'ai vécu dans ma tête des dizaines de fois. ah oui. C'est-à-dire que quand on est plongé dans cette situation, c'était aussi une manière, en fait, pour tout dire, c'est que c'est une histoire tellement douloureuse que le gros risque, quand on l'écrit comme ça, c'est de sombrer dans le pathos, dans le ah, c'est terrible ce qui m'arrive, Mm. imagine s'il se passait ci, s'il se passait ça, etc., etc. Et de sombrer dans quelque chose qui soit très, très sombre, très, très lourd et très répétitif, parce qu'effectivement, quand on est dans une situation comme celle-là, les réflexions qu'on se fait sont extrêmement répétitives. On se répète toujours la même chose. Mm. Ah, c'est terrible, c'est dur, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Combien de fois je suis malheureux, je suis malheureux. On se le dit peut-être pas forcément, mais finalement, c'est ce qu'on ressent. Mm. Et l'écrire de cette manière-là, c'est pas possible. Il y a un côté, je suis peut-être très égocentrique, mais je ne le suis pas suffisamment pour écrire comme ça. Je suis pas assez nombriliste pour me regarder autant de nombril. Ouais, t'as Et pas pourtant, je suffisamment suis dans... d'ego pour tomber dans le pathos, quoi. voilà. Donc, résultat, mais par contre, je voulais quand même exprimer toutes ces arrière-pensées, toutes ces angoisses, toutes ces choses-là. Je voulais les exprimer parce qu'elles font partie de l'histoire. Et je voulais trouver une manière de les exprimer sans qu'elles soient, sans sombrer dans le pathos. Et c'est aussi une des manières que j'ai trouvées. Alors effectivement, c'est pas tout le temps. Il y a quand même des moments, par exemple, le moment de l'IMG, de l'interruption médicale de grossesse, il est raconté in extenso et effectivement, enfin, j'en sais rien, je suis pas dans la tête de tous les lecteurs qui l'ont lu, mais je pense que ça doit tirer les larmes et c'est fait pour. Enfin, je veux dire, je vais pas non plus je vais pas éviter les larmes à tout prix, mais je veux pas en mettre trop. Ce qui est assez étonnant, c'est que euh, tu as écrit Pater Dolorosa et qui donc est le récit d'un élément qui reste quand même tragique et très difficile à vivre. Mhm. Euh, donc ton couple a vécu. Oui, Quand, avant la publication de ce livre, hein, tu avais prêté ta plume à un homme, voire à un couple, Bernard Chosegros, ouais, Bernard avec Chosegros. beaucoup de chance malgré tout. Et donc, qui Oui, était ici, pour le coup, le récit du combat de sa fille contre la leucémie. Alors, c'est pas oui. très drôle, hein, tout Mm. ce dont on parle, mais là, il y a un exercice qui est tout à fait différent, parce qu'on ne parle plus de toi, on parle d'un autre. Alors, à la fois, c'est différent, et oui, enfin, c'est différent, mais le travail d'écriture reste un travail littéraire. J'ai un ami que je considère comme un de mes mentors en écriture qui s'appelle Guy Coloplicki. Et un jour, je lui posais la question, justement, c'était au tout début quand j'étais au monde de la musique, etc. Je commençais dans l'écriture et je lui demandais, mais comment tu fais pour écrire tous les jours, pour te sentir en train de travailler ta plume tous les jours? Et il dit, ben, c'est simple, même si tu écris 1500 signes sur un disque, tu le traites comme un exercice littéraire, comme un exercice de style, on va dire presque. Ça doit être tu dois y faire paraître la littérature. Et en fait, c'est ça. Je pense qu'en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de travailler. Je ne sais pas si j'arrive à chaque fois, mais c'est comme ça que j'essaye de travailler à chaque fois. C'est vraiment ne pas prendre un exercice enfin, un travail de plume comme un simple travail de plume, comme un simple labeur quotidien, on va dire, Hmm. mais essayer d'y trouver le petit truc, la petite astuce littéraire, ce qui va permettre d'en faire quelque chose quelque chose d'intéressant à lire, qui va éveiller un peu la curiosité au-delà de son contenu. J'écris, comme tu disais, beaucoup de choses pour la Philharmonie de Paris, pour des institutions comme ça. Je ne vais pas te cacher que j'écris parfois des notices de programme, ça c'est assez rigolo parce qu'on parle de choses qu'on aime en plus, Hmm. mais on écrit aussi beaucoup de petites notules de 500 signes, 600 signes sur tel concert où on doit exposer en 4 lignes, on doit parler de 5 œuvres au programme. Donc, inutile de dire que c'est compliqué. C'est surtout de la communication finalement. Ouais. C'est pas de la littérature.
Et bien souvent, comme on travaille un petit peu à la chaîne, il y en a beaucoup à faire. Effectivement, je ne pense pas y arriver à chaque fois. N'empêche que à chaque fois, j'essaye à tout prix de trouver quelque chose de littéraire dans cet exercice-là, au sens où j'aimerais bien produire quelque chose que les gens aimeront lire. Hmm. Ensuite, donc pour revenir à beaucoup de choses malgré tout, euh, c'était effectivement une histoire qui est arrivée en vrai. Alors, euh, à Bernard Chosgros et à sa fille, malheureusement. Il m'a demandé de le raconter. Donc, moi, j'ai fait ce que, à mon avis, tout le monde aurait fait à ma place. Je suis allé voir les gens, les acteurs de cette histoire, les acteurs malheureux de cette histoire, et j'ai essayé de recueillir leur ressenti, leur vécu des Oui, choses. parce Ils m'ont qu'avant raconté des d'écrire, scènes. on écoute. Voilà, avant d'écrire, on écoute, et avant d'écrire, on recherche. Même si c'est pas forcément des recherches aussi approfondies que ce qu'on peut imaginer de café Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux. Hmm. Ça reste une recherche, ça reste, ouais, on écoute, on recherche, on lit, on voit ce qui s'est fait, on voit comment, là par exemple sur Beaucoup de chance malgré tout, c'est parlé donc d'une jeune fille elle a d'abord eu une leucémie quand elle avait 6 ans, puis ensuite elle a eu une première rechute, puis une deuxième rechute, et malheureusement, quand elle avait 19 ans, elle en est décédée. Et c'est, voilà. Mais de résultat, j'ai fait énormément de recherches sur ce que c'est que la leucémie, ce que peut ressentir un enfant dans ces moments-là. J'ai essayé de voir ce qui se passe dans les services de pédiatrie, oncologique, etc., etc. Enfin, voilà. Alors ensuite, tout ne paraît pas dans le roman, c'est pas le problème. Enfin, c'est pas un roman d'ailleurs, en l'occurrence, c'est un récit. Mais tout n'apparaît pas dans le livre. Mais au moins, j'ai pour moi le contexte, ce qui me permet d'utiliser les couleurs que je veux utiliser au moment où je veux les utiliser. Hmm. Et donc, après avoir amassé toutes ces informations, eh ben, je me suis mis à écrire, j'ai écrit voilà, le livre. J'ai dû bien forcer inventer des scènes puisque je n'avais pas de témoignage direct sur ces scènes. Hmm. C'est des scènes qui ont été rapportées, de rapportées, de rapportées. Donc j'ai dû parfois, ou par exemple, tout bêtement, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que même si elle était malade, cette jeune fille, elle est malade certes, mais ça n'empêche pas qu'elle a une vie, elle a vécu, et c'était ça que je voulais, et c'était ça aussi d'ailleurs que son père voulait faire passer hein, Hmm. comme discours, c'est que c'est pour ça qu'elle le titre, c'est beaucoup de chance malgré tout, c'est que finalement elle a bien vécu malgré une vie trop courte. Donc par exemple, je voulais raconter son premier baiser, et donc son premier baiser, j'ai demandé à sa mère, est-ce que vous savez avec qui c'était, quand c'était. Il m'a dit, je crois que c'était avec un tel, à telle période. Eh ben oui, mais voilà, maintenant il faut créer un chapitre. Voilà. Donc on collecte, on va chercher d'autres choses et Hmm. on prend dans son propre vécu, dans ce qu'on a pu entendre de ses amis, etc., etc., etc. Hmm. Donc on invente de la même manière qu'on invente dans un roman, on invente une scène, même si c'est avec des personnages tout à fait réels. Donc voilà, c'est pour montrer que oui, certes, je prête ma plume. Là, en l'occurrence, je prête ma plume à quelqu'un, mais bon, c'est un exercice un peu particulier hein, parce que je prête ma plume à d'autres gens et j'ai parfois moins de liberté littéraire et éditoriale que ça. Mais Hmm. là, effectivement, il y avait vraiment un travail littéraire. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, tu réponds parfaitement bien. Et alors, est-ce que tu peux justement parler un petit peu plus, rapidement, mais un peu plus, aussi des autres travaux que tu as pu accomplir en tant que prête-plume? Ouais, c'est vrai qu'on prête plume. Maintenant, je dis prête plume parce que là, ces derniers temps, Hmm. jusqu'à présent, jusqu'à il y a 2, 3 ans, ça posait aucun problème. Et depuis 2, 3 ans, quand je dis nègre, les gens, Réagissent. j'ai beaucoup de réflexions. Alors, pourtant, c'est un terme installé et parfois Ouais. j'explique l'origine du terme qui est intéressante. Hein. Je sais pas si tu veux que je la réexplique ici, Ouais, mais ça vient on de, peut, ouais, évidemment. en quelques mots, ça vient de Alexandre Dumas, qui Hmm. est donc l'auteur
des Trois Mousquetaires et de toutes ces choses-là, Ouais, Alexandre Dumas n'a pas écrit tous ses romans lui-même. Grand scoop, il ce n'a qui pas écrit paraît. tout. Il avait, finalement, comme dans les grands ateliers de peinture, il avait des petites mains qui lui préparaient une description ou une scène d'action ou un portrait ou des choses comme ça. Et après, il relisait, il refaisait à sa main éventuellement, il retravaillait, mais il faisait travailler son équipe. Hmm. Le fait est qu'Alexandre Dumas était le descendant, le fils ou le petit-fils, je ne sais plus, du général Dumas, Hmm. qui était un général, alors à l'époque on disait mulâtre, mais donc aujourd'hui on dirait plutôt métis, donc fils, je crois, d'un blanc et d'une esclave noire de la Martinique, Hmm. enfin, des Antilles en tout cas. Il faudrait vérifier. Et donc Alexandre Dumas lui-même était donc en partie noir, enfin il était métis lui aussi. Et donc ses détracteurs ont commencé à le critiquer pour son équipe d'écrivains autour de lui, en disant qu'il il faisait travailler ses nègres, parce que lui-même était un nègre et qu'il voulait, entre guillemets, se venger de l'esclavage et tout ça, et tout ça. Enfin bref, passons sur les détracteurs d'Alexandre Dumas. Le terme est resté. Le terme de nègre est resté et aujourd'hui il devient extrêmement péjoratif, même s'agissant d'écriture. Donc, moi, je dis près de plume maintenant parce que j'en ai marre j'en ai un peu ras-le-bol des Ouais, d'avoir regards à de te travers. justifier, d'accord. Voilà. Et des gens qui le prennent mal alors qu'il y a vraiment. Bref. Bah, il me semble tout de même en fait que sur le sujet de l'emploi en fait du mot nègre, hein, bah, d'une part, je crois qu'on est à peu près le seul pays au monde à caractériser en fait les prêts de plumes par le mot En nègre, tant hein, que nègre, ah bah oui, justement par de l'histoire Dumas. d'Alexandre Dumas, Ouais, effectivement. absolument. Parce que en anglais, on dit bien ghostwriter, c'est-à-dire écrivain Oui, fantôme. l'écrivain fantôme, oui. Euh, bon, on peut ne pas tomber sur les anglicismes et utiliser le terme de ghostwriter, mais de près de plume. Mais Mm. effectivement, c'est vrai que en fait, le terme de nègre littéraire, euh, ça reste malgré tout un héritage d'un contexte esclavagiste. Donc, et quand on renvoie à cela, on peut probablement faire l'économie de ce mot qui heurte les consciences et la mémoire. On utilise celui de près de plume que je trouve en Effectivement, on réalité très pourrait, bien en fait. mais il faudrait pas non plus l'effacer complètement parce que ça fait partie de l'histoire. Ouais, non mais, non, mais absolument de toute façon. Mais c'est comme, je sais pas, on prend par exemple, aujourd'hui on est beaucoup, et je pense que c'est des questions très légitimes sur les questions en fait liées à l'écriture inclusive. Il y a Mm. le terme d'autrice qui existait avant le XVIIe, qui a été effacé ensuite, probablement par des Effectivement. lexicographes sexistes, et qui aujourd'hui est réemployé, et c'est très heureux. En fait, et c'est très Ouais. heureux. Donc l'histoire de la langue n'efface pas l'usage des mots, mais c'est vrai que la langue Mm. évolue elle-même, et puis je pense que c'est une très bonne chose. Ouais. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. C'est tout à fait juste. Alors donc, pour revenir à ta question précédente, alors je ne peux pas parler de tous mes travaux de près de plume parce que certaines fois j'en suis empêché par contrat ou par contre au moins par contrat moral. Ouais. Parfois parfois c'est pas précisé dans le contrat, mais parfois on m'a demandé d'être discret là-dessus et Mm. auquel cas je suis discret là-dessus. J'en ai fait un certain nombre. Je... Pas beaucoup en fait par rapport à d'autres gens dont c'est le métier, hein. Il y a des gens dont c'est vraiment le métier, ils font que ça. Mm. Et ils en font 10 ou 15 par an. Et moi, je suis très loin. Si Très j'en loin. fais deux par an, si j'en fais deux par an, c'est une bonne année. Mm. Euh, Ce qui ne veut pas dire que j'aimerais pas en faire davantage, parce que ça peut être aussi très intéressant. Ça peut Ouais, être tu trouves très l'exercice agréable. intéressant? Ouais. Bah, ça dépend avec qui on tombe. Bah, la C'est relation comme tout, avec hein. l'interlocuteur, bah oui, La la relation avec relation avec l'interlocuteur et compte, la quoi. personnalité, voilà, Ouais, la personnalité de l'interlocuteur compte énormément. Ouais, 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 ça c'est sûr. ouais. Et aussi ses méthodes de travail, ou plutôt son acceptation des règles du jeu du travail en commun. Mm. Il y a des gens, on leur dit, par exemple, tout bêtement, et ça tout le monde peut l'imaginer, c'est que si je travaille si on a décidé, voilà, qu'il y a le livre à
25 chapitres, j'en sais rien, et on a dit à peu près dans tel chapitre on met telle chose. Je peux très bien lui demander de réfléchir à qu'est-ce qu'il veut rajouter, il ou elle d'ailleurs, veut raconter dans tel chapitre. Et très bien, auquel cas, il me le raconte, et à ce moment-là, je lui dis, on n'y touche plus, je rédige, et vous n'y touchez plus. Et combien de fois, ces gens-là, ils touchent alors que je suis déjà en train d'y travailler. Ce qui fait que j'ai écrit un truc et je suis obligé de refaire tout. Donc, je fais en gros 2 fois, parfois 3 fois, 4 fois, 5 fois le même travail. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas capables de se discipliner en disant que bah non, sur ce chapitre, on n'y touche plus parce que là, je suis dessus. Et quand lui aura la main ou lui ou elle aura la main sur ce chapitre, bah, il pourra faire ce qu'il veut. Mais moi, je n'y toucherai plus. Comme ça, on se partage les tâches et le partage des tâches, il est là pour éviter d'avoir à refaire les choses, à refaire les choses 100 fois. Donc, il y a des gens qui ont. Alors, est-ce que c'est une question d'inconscience ? Ils se rendent pas compte que c'est vraiment c'est lourd comme travail, ou est-ce que c'est une question de ça leur est complètement égal et eux c'est leur livre et c'est eux qui veulent faire ça? Je ne sais pas. mais il y en a qui acceptent pas ce genre de règles du jeu et qui ou alors il y a aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fait écrire un livre, c'est pas juste écrire un livre, c'est savoir structurer, moi, et c'est ce qu'on me demande, c'est ce que l'éditeur me demande, c'est structurer le discours. Et on ne va pas dire tout dans le même chapitre. En gros, on va dire une idée par chapitre ou quelque chose comme ça, ou une idée par page, mais on va pas dire tout au même endroit tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que les gens auxquels je prête ma plume peuvent parfois avoir du mal à je pense effectivement qu'il y a deux grosses difficultés. C'est d'abord en fait de bien considérer la difficulté avec laquelle la difficulté de l'exercice. Écrire peut-être une souffrance. En fait, c'est pas parce qu'on est écrivain qu'on écrit si facilement ou qu'il n'est pas difficile ou qu'on n'éprouve pas de difficulté en tout cas à écrire. Écrire, c'est un vrai travail, ça prend du temps, c'est extrêmement exigeant, Et puis ensuite, il y a probablement aussi les arrière-pensées, c'est-à-dire ce qui est attendu d'une part par l'interlocuteur et le message que l'auteur, le prête-plume, voudra aussi délivrer. Donc il faut arriver à s'entendre. Donc l'un prend une orientation quand l'autre reste rivé sur d'autres idées, quand ces idées elles-mêmes ne changent pas. Parce que évidemment... oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que ils partent avec une idée, au final, il a changé du tout, donc le chapitre ou le texte change aussi, ou il voudrait que le texte change du tout. Donc il faut soit savoir s'adapter, soit savoir convaincre que finalement c'est pas la bonne orientation. Donc, et c'est probablement un combat à la fois mené sur l'écriture du texte, mais aussi avec l'interlocuteur en face, quoi. Oui. Non, mais en fait, le vrai combat, parce que là, dans ce que tu dis, il y a 2 choses. Il y a le débat sur le texte, et ça, je trouve ça vraiment, justement, ça c'est le plus intéressant. C'est de voir un peu ce qu'on veut dire, et si on s'est trompé, écoutez, on recommence. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, même en dehors de mes travaux de prête-plume, dans mes travaux, par exemple, avec des compositeurs, justement, quand j'écris pour des compositeurs, il y a des moments où ils me disent, non, là, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Très bien, on change, on recommence. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Mais si je change d'avis aussi, c'est légitime. S'ils disent finalement ça, j'ai pas envie de le dire, très bien. Mais parfois, ils ont vraiment du mal à comprendre ce qu'on fait et ce qu'on leur offre comme service finalement. C'est comme si, pour prendre une comparaison, quand je demande à un plombier de venir chez moi pour réparer mes toilettes, je dis non, mettez pas ça là, mettez ça là, parce que et puis utilisez pas tel tuyau, mettez tel tuyau. Non, finalement il y a une technique dans l'écriture. On peut la maîtriser ou on ne la maîtrise pas, mais si on me fait appel à moi, en général, c'est parce que la personne ne la maîtrise pas, ou elle n'a pas envie de s'embêter à ça. Alors à ce moment-là, on me fait confiance et on me laisse travailler en paix. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Je suis à leur service, il faut que le texte leur plaise, mais voilà, je me souviens d'une personne un peu entre les mondes des médias et le monde politique. Et je lui présente un chapitre et il dit ah oui, mais là, il faut marquer ça, il faut dire ça, et dit ça, et dit ça. Je dis mais non, là, dans ce chapitre-là, on dit cette chose-là, et ce dont vous parlez,
j'ai prévu de le mettre dans tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. Mm. Voilà. Et c'est aussi cette manière de structurer. Et en général, au bout de quelques séances de travail, ils ont compris le principe, ils ont le plan en tête et ils voient, ok, très bien, on va parler de chaque chose en son temps finalement, quelque chose comme ça. Mais il y en a qui ont du mal à travailler comme ça jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de finir la rédaction d'un ouvrage et d'avoir un interlocuteur déçu, ou un éditeur déçu? Oui. Ouais. Pas forcément à la fin de l'ouvrage, mais lors de la première présentation, par exemple. On ne se voit pas pendant longtemps, résultat, ça me permet d'avancer dans la rédaction, et j'arrive et mais non, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Oui, ça arrive, ça arrive. Et finalement, c'est légitime. Alors, c'est une source de frustration ou d'angoisse ou de stress lorsque tu vas leur présenter justement ce premier travail, ou pas du tout? Au début, ça dépend de la personnalité en face, ça dépend. Oui, les premières fois, ça peut être une source de stress. Mais aujourd'hui, un peu moins. Enfin, je veux dire, la première fois qu'on travaille avec une personne en particulier, oui, ça peut être une source de stress. Après, dans les séances suivantes, ça va aller mieux. Il y a des personnes avec lesquelles on se sent très en confiance et où ça va. Il y a parfois des très mauvaises surprises, effectivement. Ça m'est arrivé, effectivement. Je pense à une pianiste, par exemple, où j'avais écrit un gros texte pour elle et non, ça ne lui allait pas du tout, du tout, du tout. Ah ouais. Et là, ça avait été une grosse déception parce que c'était une amie. Et donc, effectivement, ça avait été une grosse déception. Bah, c'est drôle parce que ça m'est arrivé sur l'écriture d'un texte avec une amie et il s'est passé deux choses. La première, c'est effectivement de ne pas avoir conscience de la quantité de travail que ça pouvait impliquer. Ouais. Et la deuxième, en fait, c'était de produire un texte qui, à l'origine, en tout cas sur les orientations, sur les attentes, lui convenait très bien. Et une fois le texte en main, on s'est rendu compte que c'était pas du tout l'attente qu'elle avait vraiment au fond d'elle. Ouais. Moi, mon point de vue dans ces moments-là, c'est qu'en fait, ils savent pas, quoi. Ils savent pas ce qu'ils veulent. En général, si c'est comme ça, c'est ils ont pas. Et comment tu fais pour traiter ce problème-là? Tu reprends, tu laisses, tu dis bon bah finalement je suis pas la personne adaptée, parce que c'est aussi la rencontre entre une personne qui attend un texte, celui qui va le produire. Est-ce que ça fit, est-ce que ça match? Bon, ça n'a pas marché. Ça dépend du contexte. Par exemple, si je parle de cette pianiste-là, en l'occurrence, on a tout arrêté. Ouais. Voilà, T'es toujours on a amis? tout arrêté. Beaucoup moins. Ouais. On est en relation cordiale, mais on partage beaucoup moins de choses. Elle t'a payé, elle t'a réglé, parce qu'il y a aussi des questions de sous. Non, effectivement, elle m'a pas réglé. Effectivement, vous êtes beaucoup moins amis depuis. C'était pas elle. Non, mais c'est pas de son fait, c'est du fait de son. Voilà. Parfois, ça se passe très bien. Enfin, la personne n'est pas convaincue et on dit, bah oui, mais c'est le premier. Je veux dire, j'arrive, je leur dis, mais c'est la première version. Il ne faut pas vous imaginer que dès le début, vous m'avez laissé travailler une semaine. Vous pensez que je vais vous rapporter le livre entier, fini, prêt à publier? Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme si ça marchait comme ça, ce serait super. Mais non, c'est pas comme ça. On aurait tous 52 romans à notre actif. Mais en fait, j'essaie de prendre les choses vachement en amont. C'est-à-dire que quand je présente la première version, justement, je dis, c'est le début du travail, on y travaille, c'est une première version, surtout, gardez en tête que c'est une première version. Il faut les rassurer, en fait. Ouais, il y a une question de rassurer. Ils ont le sentiment que quand ils ont demandé quelque chose et qu'on leur apporte, ça va être, voilà, c'est comme si on dit, ah bah non, maintenant on touche plus rien. Mais si, on peut encore toucher. On peut encore y toucher. Justement, on peut toujours y toucher. C'est le principe. Ouais. C'est un processus. C'est comme. En fait, là, encore une fois, je ferai un rapport avec la musique, mais voilà, quand on travaille, la première fois qu'on travaille une musique de chambre, de la musique de chambre avec quelqu'un, on ne s'entend pas forcément, on n'est pas en place, parce qu'on a deux visions différentes de l'œuvre, etc., etc. Et puis peu à peu, on discute, on dit, non, là, on va faire ci, là, on va faire ça, on ne peut pas faire la crescendo aussi, etc., etc. Et on discute, on se laisse convaincre, on convainc l'autre, et on arrive à un résultat. C'est comme ça, c'est une collaboration, c'est pas. Et ça, je crois que
Il y a deux problèmes hein, dans cette manière de voir. C'est qu'il y a des gens qui voient la collaboration tout de suite, qui parfois ont du mal à se mettre à se mettre à accepter les règles du jeu, mais plus parce qu'ils sont trop enthousiastes. Parce qu'il y a des gens aussi, c'est plaisant d'ailleurs, ils sont très enthousiastes, ils se lancent dans le truc. Non, on se calme, enfin, faut pas non plus y aller trop vite. Ouais. Mais donc là, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui voient la collaboration, il y a des gens qui voient le prête-plume comme un laquais. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Ça, ou comme un laquais ou un employé ou quelque chose comme ça. Et ça, non. Ça, on n'est pas un employé comme un autre, on n'est pas un laquais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. On est vraiment un collaborateur plus qu'autre chose. Enfin, Bon. plus que. Voilà. Au final, il t'arrive de choisir évidemment les gens avec lesquels tu vas travailler. Parce que tu sens si la collaboration ça va passer ou pas. Oui et non. Non, en fait, plutôt non, parce que, comme je te l'ai dit, j'en fais assez peu, en fait, des livres de nègres, des livres de prête-plume, excuse-moi. Donc, j'ai pas forcément le loisir de dire non, surtout que, bon, voilà, nos métiers d'écriture, d'écrivain, d'écrivaillon quotidien, comment dire, je crois qu'il y a un terme de déproche, mais j'arrive plus à le retrouver, mais c'est de. Bref, de plumitif, voilà. Donc, le travail de plumitif quotidien, c'est ça la formule de Desproges. C'est un travail extrêmement précaire financièrement. Mm. J'ai jamais signé un contrat ni à une durée déterminée ni à une durée indéterminée. Parfois, je présente une facture après et parfois elle n'est pas payée ou elle est payée 6 mois plus tard, etc. Donc, résultat, j'ai pas forcément les moyens de dire non à certains travaux. Mm. Il y en a où j'ai été très tenté, mais après la première session de travail, et finalement, les circonstances ont fait que j'ai bien dû prendre le boulot parce qu'il fallait bien mettre du beurre dans les épinards, peut-être non. Donc pour l'instant, il m'est jamais arrivé de dire non à une proposition. Il m'est D'accord, arrivé d'essayer de travailler avec quelqu'un, de ne pas y arriver. Ça, c'est aussi possible. ça arrive. Mais Souvent. voilà. Alors écoute, on Donc, va. ouais. Je vais juste revenir en fait sur une petite chose que tu as dit au début, notamment en fait sur l'exercice quotidien dans lequel tu t'étais lancé pendant le confinement pour pas devenir fou, c'est ce que tu disais. Ouais, Comment effectivement. tu as vécu cette période un peu particulière et un peu trouble? Là, et de manière un peu particulière, c'est que ma compagne, la mère de mes enfants, est hospitalisée. En tout cas, à l'époque, elle était bossait à l'hôpital. Elle est même dans un hôpital gérontologique. Donc, tu imagines combien elle était en première ligne. Ouais, Et nous avons 3 enfants en bas âge qui avaient à l'époque, ça il occupe. y en avait un 6 ans, 3 ans et qui venait à peine 10 mois, un truc comme ça. Donc, ouais, c'était dur. Ça a été très dur, c'est que c'est moi qui étais à la maison, qui m'occupais des enfants, qui faisait tout, qui faisait l'école à la maison, et qui devait travailler à l'époque où justement j'étais sur un livre de prête-plume qui était un peu coton, et il fallait que je trouve un moyen de travailler là-dedans, et c'était l'horreur. Et il se trouve que j'ai réussi à me dire qu'il fallait que j'écrive tous les jours, il fallait que j'écrive une page. Je veux dire, en fait, j'ai vu tous les gens qui faisaient leurs journaux de confinement, Ouais. tous les journaux justement qui s'y mettaient à demander à un écrivain. Je dis, bah, si tout Ouais. le monde le fait, moi aussi je vais le faire. Ouais, parce qu'on peut aussi Et préciser en fait que tu habites à Paris dans un appartement, que tu n'as pas un grand balcon de 150 mètres carrés ou un jardin dans lequel les voilà, enfants les peuvent enfants aller auraient pu s'ébattre. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, non. Effectivement. Non, non. Et donc j'ai réussi quasiment à m'y tenir tous les jours, à écrire au moins une page. Voilà. Et c'était assez rigolo parce qu'alors au début c'était une page qui parlait beaucoup du quotidien et de ce qu'on vivait à l'époque, comme tout le monde. Hein. Je pense que tout le monde dans tous les journaux de confinement, il y a un moment où on a parlé des masques, il y a un moment où on a parlé du gel hydroalcoolique, il y a un moment où on a parlé des enfants qui font n'importe quoi, enfin pour ceux qui ont des enfants en tout cas, du vide dans les rues, du silence, on a tous parlé de ça. Bref, donc il y a des moments où je parle de ça. Il y a des moments aussi où ça devient le début d'une fiction. C'est voilà, et si on commençait tous à s'enfermer tout le temps et qu'on ne sortait plus jamais, je pense que tout le monde a fait aussi écrit à peu près ce truc-là. Où on a essayé. Alors moi, et puis il y a d'autres fictions qui sont nées.
et un exercice d'écriture à contrainte qui est né et qui, là, va donner lieu d'ailleurs à un livre en début d'année prochaine qui s'appelle, qui va s'appeler Anthropocène. Et qui est assez rigolo, je pense. Enfin, en tout cas, le principe, c'était quand même de m'évader moi et de me faire rigoler. Il y avait plusieurs contraintes qui, en fait, c'est un exercice à contrainte très olympien. Euh, je pense que les contraintes étaient très liées à ce qu'on vivait, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux textes qui parlent de la même chose, mais qui se passent dans deux temporalités différentes. Il y a un texte qui est plus ou moins dans le présent, et donc il y a un texte qui est plus ou moins dans le futur très lointain d'ailleurs. Mais les deux textes parlent de la même chose. Une espèce de structure, une espèce d'énorme tour bizarre plantée au milieu de nulle part. Et on va essayer d'expliquer pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait là et pourquoi, etc., etc. Donc à partir du moment, donc là on a une espèce d'une unité de lieu et d'action finalement, parce qu'il faut expliquer cette chose-là. Donc ça, c'est la contrainte, c'est l'unité de lieu et d'action. Tu as quand même réussi à écrire un texte à contrainte pendant un confinement, c'est-à-dire une vie Ouais. quotidienne sous contrainte, quoi. Ouais, mais justement, comme tu vois, déjà, il y a une unité de lieu et d'action, c'est quand même très lié à ce qu'on vivait. Il y avait Absolument. aussi que c'est un truc qui est complètement abracadabrantesque. Donc c'était aussi ça, c'était un truc qui sortait complètement de l'ordinaire. Ouais, c'est un peu what the fuck. C'est vraiment, donc, avec cet objet-là qu'on est obligé d'expliquer, pareil, c'était ce confinement qu'on n'arrivait pas à comprendre. Enfin, toutes ces histoires, ces événements qu'on ne comprenait pas. Enfin, personne ne comprenait réellement. Et alors, ça paraît quand? Début d'année prochaine, la date exacte n'est pas encore tout à fait arrêtée. On va retrouver ça C'est chez peut-être le qui? 5 janvier chez Publi.net. Bah, ça, c'est un Petite maison rendez-vous, d'édition. ça. Bah oui, c'est un rendez-vous, oui. Rendez-vous dans les librairies, Génial. effectivement. Et alors, Voilà. écoute, on en est presque à l'heure d'entretien. Je vais bientôt te rendre à ta vie quotidienne. Merci beaucoup. Je vais te remercier, mais pas maintenant. Je vais juste te Ouais. demander peut-être, pour les gens qui nous écoutent, j'espère qu'il y aura quand même au moins une personne, ma mère, qui nous écoutera. Ne compte pas sur moi et sur cette premier épisode de Nouveaux Récits pour exploser l'audience de ton blog, hein. Mais j'espère que je Non, mais contribuerai. ce sera le fondateur, l'acte fondateur C'est du l'acte podcast. fondateur, Ça va, exactement. tous les fans vont se ruer dessus après coup. T'en fais pas. Non, non, en tout cas, moi, je prends vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à discuter avec toi et même, en fait, en réalité, à te redécouvrir ou à te découvrir. C'est vrai que même si j'avoue que c'est un peu notre plaisir, surtout quand bah, moi j'habitais encore à Paris, qu'on faisait encore nos parties de squash et qu'on allait ensuite au Coffee Parisien et qu'on débattait. C'était un Ouais. souvenir incroyable. Non, alors Mm. surtout, en fait, moi, c'est la question que je te pose et le service que tu pourras rendre à celles et ceux qui nous écoutent, c'est quel est le livre que tu pourrais acheter massivement, avoir un stock d'un seul et même livre et que tu offrirais aux gens autour de toi parce que ça t'a profondément marqué, profondément plu, profondément inspiré. Tu diras pas bon propre livre. Alors bien évidemment, Non, Astérix à cette question en dehors de tes propres ouvrages. euh, c'est compliqué parce qu'en fait, je crois que je réfléchis pas comme ça quand je recommande des bouquins à mes amis ou à mes connaissances. Évidemment, il y a des auteurs qui reviendraient constamment, comme Proust, Pérec, Julien Gracq, des gens comme ça. Ouais, ça c'est sûr, ça reviendrait. Il y en a d'autres, hein. Je cite cela, mais en fait, mon mécanisme de recommandation ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est vraiment dans la conversation, je vais dire ah oui, non, mais ça me fait penser à tel truc, il faudrait que tu dises ça. C'est plus de ce genre-là. Donc même, tu vois, si on parle de Pérec, évidemment, le livre que j'aurais le plus tendance à recommander, c'est La vie mode d'emploi.
Mais dernièrement, j'ai pas du tout parlé de ça. J'ai parlé de quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour. Donc, Actuellement, je pense aussi en fait qu'avec l'inflation, on pourrait recommander de Pérec, c'est quoi, comment demander une ah oui, augmentation en fait à une son augmentation patron. à son patron, oui. Effectivement, ce serait aussi une bonne idée. Donc je suis vraiment navré de Ah ne oui, pas ma pouvoir question donner est tombée une à l'eau, quoi. C'est réponse. incroyable. Ça, pour le Non, premier non, non, épisode, non, c'est horrible. non, mais c'est vrai. Enfin, je vais pas, ouais, par Ouais. exemple, je vais pas Non, mais on offrir. irait plutôt autour des Olympiens, quoi. C'est plutôt Ouais, des Oulipiens ou des de Olympiens. Proust ou de Ouais. Grac. C'est même pas les Oulipiens, c'est vraiment plutôt Grac, plutôt Pérec que les Oulipiens dans leur ensemble. C'est plus, mais parce que Pérec, en fait, c'est aussi, enfin, il y a un côté, il y a un côté que je recherche moi dans mon truc, c'est que Pérec, c'est beaucoup d'humour, beaucoup de construction mathématique et de contraintes, et en même temps quelque chose d'extrêmement profond tout le temps. Et de dramatique, enfin, et de tragique même au fond. Pérec, c'est du tragique jusqu'à la moelle, mais qui apparaît avec une légèreté, avec quelque chose de pétillant et de ludique. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un côté idéal dans cette manière d'écrire ouais, pour moi. Mais voilà, je ne recommanderais pas forcément Pérec à tout le monde. Alors moi, je retiens un petit peu Ni dans le Proust à tout genre. le monde d'ailleurs. C'était Raymond Queneau, parce que je pense qu'il partage aussi pas mal de points en commun. Et 100 000 milliards de poèmes. Alors, je sais pas si tu vois, je sais pas si Ah tu oui, je vois très bien. connais. Hein, Je vois très tu très sais, bien. le livre C'est un animé truc de plutôt poésie. ouais, c'est un truc qu'on offre plutôt aux enfants en général. Et Ouais, qui est ouais. c'est une excellente. Et je dis ça pas sans rien de péjoratif, hein, mais oui, oui, effectivement, je vois. Et d'ailleurs, c'était le fondateur de l'Oulipo, il me semble, Ou, notre ou en ami tout cas Queneau, ou en tout l'inspirateur. cas l'inspirateur. Ouais, Bon, ça c'est sûr. Jérémy, merci beaucoup. Voilà. Merci Merci pour d'être prêté l'invitation. au jeu. Merci Mm. d'avoir été mon cobaye, d'avoir livré là toutes ces choses absolument incroyables sur ta pratique, sur ta fabrique personnelle. Et Oui. puis, on va se retrouver très bientôt pour le prochain épisode, le deuxième seulement, mais j'ai déjà multiplié, ou je multiplierai déjà par 2 le nombre d'épisodes, en fait, de nouveaux récits. Merci Jérémy, Il n'y a pas de quoi. à bientôt. Au revoir.